l'objet de mon propos va être de présenter globalement les problématiques de surpoids et d'obésité en EPS et d'ouvrir des portes propices à la réflexion, des problématiques comme on peut dire. Donc le plan va être tout simple, donc une petite définition d'abord, parce qu'il faut savoir de quoi l'on parle. Ensuite, la présentation du problème professionnel, et puis on verra quelques leviers psychophysiologiques en particulier, et des voies d'adaptation possibles en EPS. Alors je parle d'adaptation, laquelle vous situerez vous-même l'adaptation que je vous présenterai dans la pyramide qui vous a été présentée juste avant. Mais effectivement, je vais parler d'individualisation et je considérerai systématiquement cette individualisation dans le cadre d'une pédagogie destinée à la classe, c'est-à-dire par l'entrée par des mobiles particuliers, par des projets, par des contrats, mais il ne s'agit pas d'une individualisation pour un sujet ou un élève tout seul. Alors en guise d'introduction, quelques questions. Alors, normalité ou pathologie, je fais référence là, vous l'aurez vu, à Georges Canguilhem. Qu'est-ce qui différencie le normal et le pathologique ? On peut situer cette question en médecine, on peut situer cette question au niveau de la philosophie. C'est ce qu'a fait Georges Canguilhem dans son ouvrage fameux de 1943. Et en fait, il nous dit, Georges Canguilhem, que la normalité, c'est ce qui correspond à une norme. Et la norme, elle évolue en fonction de la culture, en fonction de la société. Si on prend la société d'aujourd'hui avec une norme de sédentarité et d'inactivité physique, où est la normalité et la normalité? Donc on parle plutôt d'anomalie lorsqu'on veut parler de problème médical. Donc l'obésité est-elle une pathologie? Est-elle une anomalie? L'OMS, depuis 1903, nous dit qu'effectivement, nous sommes face à une épidémie mondiale d'obésité. Bien. Et l'obésité est reconnue également comme un handicap au travail. Donc l'OMS nous dit l'obésité est bien une maladie. Et moi j'ai envie de vous dire, parce que je prends ma casquette de prof de PS, j'ai envie de vous dire en fait non, l'élève en situation d'obésité n'est pas dans une situation irréversible. Parce que le surpoids et l'obésité sont des situations qui sont réversibles. Et parce que à un âge jeune de la vie, on s'adresse nous à des adolescents, à un âge jeune de la vie, eh bien cette obésité, si elle est morbide, quand bien même serait-elle morbide, n'a pas encore engagé des syndromes métaboliques graves, comme on peut le voir plus tard. Bien sûr, il y a des perturbations métaboliques, bien sûr, cette obésité a des conséquences, mais qui ne rendent pas l'élève atteint dans ses fonctions de manière durable, telle qu'on le définit dans la définition dans la notion de handicap. Donc, je réponds déjà à cette première question en disant que l'élève en situation d'obésité ou en surpoids avéré, finalement, est un élève comme les autres. Mais on va devoir peut-être trouver quelques adaptations compte tenu de certaines limitations qui le concernent. Ensuite, j'ai évoqué tout à l'heure la sédentarité. Eh bien, le surpoids, l'obésité sont des résultantes finalement de notre société moderne et de ses modes de vie qui poussent à la sédentarité. La position assise qui aujourd'hui est la nôtre. Nous sommes des sédentaires aujourd'hui, c'est très mauvais, ça provoque des stases veineuses, les muscles ne respirent plus, les mitochondries non plus, donc c'est très mauvais pour la santé. Et donc ce surpoids inévitablement survient par nos modes de vie qui sont associés, en plus de la sédentarité, de la non-pratique d'activité physique, à une alimentation trop abondante et trop riche. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, pour répondre à cette question, que l'élève en surpoids ou obèse, eh bien, c'est un élève un peu plus sédentaire que les autres, parce qu'ils le sont tous, et avec un peu plus de problèmes que les autres, parce qu'ils en ont tous du fait de cette sédentarité. Alors l'élève en situation de surpoids et d'obésité est-il un élève à besoin éducatif particulier? Eh bien on pourrait dire que oui, c'est plutôt un élève à besoin éducatif particulier, sans être un élève qui est, bien entendu, vous l'avez compris, en situation de handicap. L'EPS doit-elle participer aux politiques de promotion de l'activité physique? C'est une vaste question
J'ouvre et je ferme très vite une parenthèse parce que là on touche à des problématiques qui sont d'ordre politique. Doit-on associer le PS ou remplacer le PS à terme par de la pratique de mouvement au quotidien pour lutter contre cette inactivité physique? Assurément, je répondrai que non. La culture sportive que nous proposons dans le cadre de l'EPS peut tout à fait s'adapter à une lutte contre la sédentarité, l'inactivité physique et cette fameuse épidémie de surpoids et d'obésité. Et enfin, quelle place a la culture sportive? Eh bien, je viens de répondre à cette question. La culture sportive a toute sa place dans ce contexte-là, mais avec quelques adaptations que nous allons voir. Voilà pour donc ma petite introduction. Définition. Donc, l'obésité, c'est quelque chose qui se définit par un indice de masse corporelle. Donc, c'est une formule tout simple que tout le monde connaît, le poids divisé par la taille au carré, qui est complètement fausse dès lors qu'on prend certaines corpulences. Quelqu'un qui va faire du crossfit, du cross-training, parce que le crossfit est une marque déposée, pardon, mais du cross-training, de la musculation avec charge lourde, va forcément modifier sa composition corporelle. Et si on prend le rapport poids sur taille au carré, ben, ça ne fonctionne plus. On va avoir des personnes en surpoids ou obèses alors qu'elles sont au contraire pourvues de masse maigre très abondante. Donc on a d'autres techniques qui permettent de définir l'obésité, mais c'est ce qu'on utilise la plupart du temps. Donc on se réfère à une courbe de corpulence qui met en association le sexe et l'âge. Je parle évidemment du sexe biologique, mâle, femelle. Je ne parle pas de genre. Donc qui met en rapport le sexe et l'âge pour définir finalement des normes de corpulence. Et lorsqu'on observe le graphique qui est donc sur votre gauche, eh bien, on peut voir qu'on a une répartition dans la population de poids et on observe que pour les plus de 15 ans, eh bien, 32% des plus de 15 ans sont en surpoids, alors que l'obésité, vous le voyez, touche selon ces 3 grades une proportion d'environ 15%, 17% aujourd'hui de la population. Donc ça progresse. Cette obésité, elle progresse, c'est une réalité et je le répète, elle se définit par rapport à des seuils de corpulence. Cette obésité, elle progresse, on le voit ici sur ce graphique, puisque d'après les dernières enquêtes, on observe que depuis 2001, selon les 3 stades de l'enquête, ces surpoids et cette obésité, vous le voyez, dans les 2 cas, sont en progression chez nos élèves d'âge scolaire, et là c'était pour la classe de 3e. Alors les causes, le régime alimentaire, trop riche, la diminution d'activité physique, on l'a vu, et donc un déséquilibre de la balance énergétique, des entrées trop abondantes et des sorties, des dépenses énergétiques trop faibles. Ce surpoids, cette obésité surviennent dans un contexte particulier, je l'ai dit, avec des niveaux d'activité physique très faibles. Finalement, on observe que 34% et 20% des filles de 11-14 ans seulement remplissent les recommandations, répondent aux recommandations internationales déclinées au plan national en France de 1 heure journalière, quotidienne, d'activité physique modérée à intense. Et idéalement, il faudrait même 80 minutes d'activité modérée à intense, 15 à 20 minutes d'activité intense, pour finalement assurer le contrôle de la masse, de la corpulence, mais aussi un état de bonne santé. Donc c'est un constat. Deuxième constat, le temps d'écran qui est énorme, puisqu'on observe que chez les 11-17 ans, c'est 4h10 en moyenne d'écran, de consommation d'écran. Quand on dit écran, c'est téléphone portable, tablette, télévision, etc., ordinateur. Et 60% sont à même plus de 6 heures. On sait que le seuil, c'est 2 heures. 2 heures de consommation d'écran sont corrélées, alors pour des raisons diverses, mais évidemment, vous avez compris que c'est des raisons d'habitude de vie sédentaire. 2 heures par jour de consommation d'écran sont corrélées avec une prise de masse corporelle, masse grasse. Et enfin, les effets du confinement, il faut les indiquer aussi, puisqu'on voit que 50% environ des enfants ont augmenté leur temps d'exposition aux écrans et 25% ont réduit leurs jeux actifs, les jeux où on bouge, les jeux où on va à l'extérieur, etc. Donc c'est un constat qui est évidemment alarmant et qui concerne tous les élèves auxquels on s'adresse. Alors l'élève en surpoids ou en situation d'obésité, alors je dis situation d'obésité volontairement, mais peut-être que élève obèse, ça m'échappera.
On dit situation d'obésité parce que, encore une fois, ce n'est pas un état qui est irréversible. Donc c'est bien une situation à un moment donné dont on parle. Donc on constate que, bien, finalement, ces élèves-là, j'ai dit, ils sont un peu comme les autres. Simplement, il va falloir adapter un peu notre enseignement. Alors, certes, ils sont comme les autres, mais ils ont quand même une altération de leur métabolisme et surtout de leurs capacités aérobies. Donc, on l'observe avec ces quelques chiffres, puisque les valeurs de VO2 max sont de 22% pour les filles et 35% pour les garçons, inférieures aux élèves normaux, aux jeunes normaux pondérés pour les 9 à 17 ans. Et si l'on regarde le coût énergétique de la marche, c'est le petit tableau qui est exposé, eh bien on observe également, grâce à ce coût énergétique, à ce tableau, eh bien que les élèves en situation d'obésité ont une consommation en pourcentage de VO2 max beaucoup plus importante que des élèves normaux pondérés pour une même vitesse donnée. Bon, cela est évidemment dû au port de charge, la masse graisseuse, la masse grasse que l'on doit porter, mais pas seulement. Je l'ai dit aussi, il y a une altération du métabolisme. Le sujet aujourd'hui n'est pas physiologique, donc je passe rapidement sur ces notions. Donc le problème professionnel, c'est le deuxième point de mon exposé. Eh bien, avant de venir au graphique, on peut dire que le problème professionnel que l'on rencontre face à ces élèves-là, c'est qu'on a des élèves qui finalement peuvent faire comme les autres, mais avec certaines limitations. Et cette limitation, elle ne sera pas la même en fonction des activités, des APS que l'on va proposer dans notre programmation. Et donc, ces élèves en surpoids et obèses, on peut en avoir 3, 4, 5 par classe. Je parle des élèves en situation d'obésité. Quant au surpoids, ils sont plus difficiles à identifier parce que le surpoids peut être un peu plus discret. Il y a moins de visibilité, notamment par rapport à l'obésité abdominale qui est moins visible. Mais ces élèves-là, eh bien, ils vont renforcer la diversité de la classe à laquelle on s'adresse. Donc, finalement, les adaptations vont correspondre à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire des adaptations un peu pour tous, dans la mesure où ces élèves en situation d'obésité ou en surpoids, eh bien, vont être des sédentaires comme les autres, un peu plus contraints. Alors, ce problème professionnel, il s'accompagne d'une difficulté majeure qui est liée notamment à la baisse, vous le voyez, des licenciés. Alors licencié, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on peut prendre sa licence et puis ne plus pratiquer, il y a des abandons, etc. Mais l'indicateur quand même avec ces chiffres-là est un peu inquiétant. Vous y voyez là bien sûr le fait du Covid, de la crise Covid, avec 23% de chute des licences en UNSS et près de 38% des licences UCEP. Donc c'est ennuyeux parce que lorsqu'on prend les horaires hebdomadaires d'activité physique par le biais de l'EPS et si l'on ajoute l'activité volontaire et facultative, eh bien là on perd des opportunités de proposer à nos jeunes des activités physiques non pas palliatives de la sédentarité parce que le volume horaire sera peu suffisant. En revanche, des opportunités de leur donner des habitudes d'activité physique et notamment de culture sportive. Et quand je dis culture sportive, je ne pense pas qu'au paradigme compétitif, bien sûr. Je pense aussi à l'activité physique contrôlée, à l'exercice, à être avec les autres, à prendre soin de soi, viser une esthétique corporelle, viser un état de santé, viser du plaisir, viser des performances auto-rapportées et bien entendu, pourquoi pas des rôles sociaux et autres. Donc je rajoute à cela qu'une étude qui a été conduite au Danemark montre que, eh bien, en multipliant par 3 les horaires hebdomadaires d'éducation physique, eh bien, on réduit significativement le développement du surpoids et de l'obésité à 5 ans. Donc je lance ce petit message à nos décideurs. Peut-être que l'une des mesures les plus phares de la lutte contre le surpoids, l'obésité, la sédentarité et l'inactivité physique à des fins de santé pourrait passer par, bien entendu, une augmentation des horaires d'éducation physique hebdomadaire. Donc,
Les effets de l'obésité, je ne vais pas développer le tableau, il est là, peut-être le diaporama va être diffusé, je crois, donc vous pourrez vous y référer si vous le souhaitez. Il y a tout un tas de conséquences de l'obésité là, avérées au-delà de 30 d'IMC, ventilatoires notamment, des dyspnées de repos, de l'asthme notamment à l'effort, des difficultés avec une fréquence cardiaque, enfin un débit cardiaque réduit, etc. Jusqu'à des problèmes mécaniques, et je les cite parce qu'ils sont nombreux, ostéo-articulaires et psychologiques. Mécaniques avec les frottements, qui sont vraiment problématiques, très douloureux chez les élèves en situation d'obésité sévère, et mécaniques bien sûr, et ostéo-articulaires avec des douleurs articulaires qui peuvent survenir. On verra que ce n'est pas pour ces raisons-là, ce n'est pas pour autant qu'il faut se priver d'efforts en engageant une motricité athlétique avec nos élèves obèses. On va la voir plus tard. Alors, comment ça se passe? Le cercle vicieux du désengagement de l'activité physique, c'est un modèle psychosocial qui est ici. J'ai cité les auteurs desquels sont tirés ces éléments-là. Très simplement, le surpoids et l'obésité font se désengager parce qu'on a une mauvaise expérience affective qui est associée à l'exercice. Donc on mémorise cette mauvaise expérience affective. On diminue notre motivation intrinsèque, celle qui est liée à l'activité elle-même pour des raisons qui nous sont propres. On va du coup de fait avoir des stratégies d'évitement ici en évitant l'exercice et de retrouver cet inconfort que l'on a mémorisé. Ce phénomène va accroître le phénomène d'obésité, de sédentarité, de faible forme, qui vont engager l'individu dans une dépréciation de soi, augmenter les barrières physiques et psychologiques, je remonte ici, et finalement réduire encore les tentatives d'exercice. Et si tentative il y a, eh bien cette expérience est à nouveau négative. Donc il faut sortir de ce cercle vicieux pour aller vers un cercle vertueux. Et le cercle vertueux, c'est vous, c'est nous, les profs de PS qui pouvons le susciter par le plaisir, par la motivation intrinsèque, par des buts d'autodétermination centrés sur le soi approche ou la tâche approche, par l'engagement dans une activité qui soit adaptée, mais au même titre que les autres, sans discrimination, sans stéréotypie, sans être à part alors qu'on est au sein du groupe, donc sans intégration, mais en inclusion. Alors les leviers psychophysiologiques, je vais faire hurler les psychologues qui sont peut-être ici. J'ai utilisé la pyramide de Maslow, ne m'insultez pas tout de suite. Je sais que la pyramide de Maslow a été très critiquée, c'est un modèle de psychologie clinique qui n'a pas été validé en psychologie expérimentale. C'est quelque chose d'un peu éculé, ça date de 1943. Mais j'ai utilisé cette pyramide de Maslow parce qu'elle permet de situer notre intervention à travers les différents étages. Donc on a à la base de la pyramide les besoins physiologiques. Ensuite, c'est les besoins fondamentaux, c'est les prioritaires selon Maslow. Ensuite viennent les besoins de sécurité. Et ces besoins de sécurité rapportés à l'EPS, c'est là aussi, par exemple, l'absence de discrimination, c'est un besoin de sécurité. Un besoin d'amour et d'appartenance, ça rejoint cette absence de discrimination, mais ça rejoint également le travail coopératif, l'intégration dans le groupe et dans le projet de groupe. Le besoin d'estime de soi, et notamment en EPS, le soi physique est surreprésenté, et notamment à travers les expériences de compétences sportives qui sont donc développées dans différentes APS, et en particulier, j'en parlerai plus tard, mais une étude testant les effets de sport collectif, de basketball, finalement a montré que c'était cette activité-là, comparativement à d'autres, il y avait Savate, boxe française, et puis bike and run, et bien, était l'activité qui valorisait le plus la compétence sportive, qui était de nature, en tant que sous-échelle, à renforcer le soi physique perçu global, donc l'estime globale de soi. Ensuite viennent les besoins d'accomplissement de soi, et donc ceci nous permet d'arriver à cette présentation-là, où on va avoir à chaque étage une difficulté rencontrée par l'élève en surpoids obèse et une solution, en tout cas un objectif à remplir pour éviter qu'il abandonne, qu'il se désengage, pour éviter qu'il se sente en insécurité pour éviter qu'il soit intimidé, etc. Donc quelles adaptations possibles? Et là je viens un petit peu plus dans la leçon ou dans la séquence.
Alors, les adaptations possibles d'un point de vue physiologique. Tout d'abord, au niveau de l'effort, on peut manipuler des variables que sont le volume, l'intensité, la récupération, la gestion de la récupération et l'activité elle-même, c'est-à-dire le contexte de pratique, les APS. Donc du point de vue du volume, le maître mot pourrait être fractionné. Plutôt que de faire 30 minutes d'affilée d'une activité, fractionnons cette activité en 3 fois 10 minutes par exemple. On arrive au même volume finalement, mais on fractionne l'effort, ce qui permet à l'élève en surpoids ou en situation d'obésité eh bien, de vivre mieux cette expérience. Parce que les temps de récupération réguliers lui permettront eh bien, de repartir sur une activité avec moins d'inconfort. Ce fractionnement permet aussi d'éviter les charges ostéo-articulaires et on va voir avec l'intensité qu'on peut associer à ce fractionnement des intensités de plus en plus élevées. Du point de vue de l'intensité, donc, eh bien, on pourrait dire qu'il faut partir du principe que en début de séquence, en début d'année scolaire, mieux vaut partir sur une activité plutôt modérée, c'est-à-dire, allez, 60% de la fréquence cardiaque maximale ou de la puissance cardiaque maximale ou de la VMA ou de VO2 max, on dit ça comme on veut, pour aller de plus en plus faire des activités d'intensité élevée. Qu'est-ce qu'une intensité élevée? C'est au-delà de 80%, au-delà du deuxième seuil lactique et jusqu'à pourquoi pas 100%. Les élèves en surpoids ou en situation d'obésité sont tout à fait enclins à vivre ce type d'expérience, si et seulement si, évidemment, comme tout autre élève, on fractionne, on fait un effort de type intermittent. Pourquoi je propose cela peut-être y aurait-il des questions ici. Oui, mais on a dit qu'ils avaient des douleurs ostéo-articulaires, donc si on leur propose de la course à pied, par exemple, intense, ben ça va taper, ils vont se faire mal. Et je répondrai non, parce qu'en fait, ils vont adopter une course athlétique, c'est-à-dire qu'ils vont courir plus sur l'avant que lorsqu'ils courent à leur allure économique sur les talons. Donc finalement, la chaîne musculaire va amortir l'impact au sol qui n'est pas amorti dans le cas d'une course à allure beaucoup plus modérée. Du point de vue de la récupération, donc on ne se prive de rien finalement, mais on fractionne et on peut aller dans des intensités très élevées. Du point de vue de la récupération, une récupération donc fréquente, puisqu'on a vu que nous fractionnons l'effort, est plutôt courte. Plutôt courte parce que ça permettra d'engager beaucoup plus l'élève, non pas dans des fractions d'efforts anaérobie, mais de rester quand même dans un effort le plus aérobie possible. Non pas pour avoir un effet physiologique immédiat et sur la consommation lipidique, même s'il y en aura une, l'effet sur la masse corporelle, sur la corpulence sera très faible, compte tenu de nos horaires d'éducation physique. En revanche, plus pour donner une habitude d'effort et montrer tout simplement à l'élève qu'il est capable d'avoir un effort à intensité élevée, maintenu, de transpirer, d'engager un effort contrôlé de type exercice qui est bénéfique à sa santé. Et enfin, les activités. Alors, je n'ai mis que 2 exemples de ce qu'il faut éviter. Vous l'avez compris, c'est les activités, les APS ou les situations sportives dans lesquelles on va avoir des réceptions de type saut en longueur, saut en hauteur. En gymnastique, vous l'avez tous vu, et évidemment, l'élève en obésité morbide très sévère sera contraint pour réaliser une rotation. Donc c'est évident que dans ces cas-là, il faudra trouver une solution d'adaptation et d'individualisation sans stigmatisation, c'est-à-dire inclure l'élève dans des ateliers, dans un parcours dans lesquels il pourra éviter de se retrouver dans ces situations-là qui sont des situations d'échec et de douleur. Les approches en termes d'activité physique, elles sont de 2 ordres. C'est le modèle du lièvre et de la tortue, que j'aime bien, que j'ai donc récupéré, c'est le modèle de Kalki et ses collaborateurs, avec la tortue donc qui va lentement mais qui fait un fort volume d'activité physique, alors que le lièvre lui est intrépide et il réalise une activité intermittente et à intensité élevée. Le modèle que je privilégie, et c'est tout l'objet de mes travaux, c'est plutôt celui du lièvre. Effectivement, un effort dans le cadre de la prise en charge, moi j'ai beaucoup travaillé dans des structures de soins de suite et de réadaptation, donc j'avais des populations homogènes de jeunes en situation d'obésité. Donc ce n'est pas le cas du cours de PS où on a nos 3 élèves seulement concernés. Mais l'avantage de cet effort-là,
c'est qu'il suscite un soi physique perçu très amélioré, qu'il permet à l'élève de vivre des situations d'intensité très élevée. Donc il peut se rendre compte qu'il peut aller jusqu'à 200 et 210 pulsations minute. Non, il n'y a pas de risque, pas plus que chez un autre élève qui n'a pas ces problématiques de corpulence. Sauf, bien entendu, contraintes médicales particulières, bien sûr. Mais donc, ce modèle-là est celui qui va avoir les meilleures répercussions psychophysiologiques. Alors, ce modèle peut s'appliquer à toutes les activités qui sont en bas de l'écran. Donc, on peut faire de l'intensité et du fractionnement sur de la natation, sur bien sûr du cyclisme, sur des activités, des sports de raquettes, sur de la course d'orientation avec des parcours en étoile, sur des activités d'opposition, que ce soit en préhension ou en percussion, etc. On peut le faire dans n'importe quelle situation, des montées de balles en handball, et j'en passe. Ensuite, si on veut évaluer nos élèves, quel test retenir? Donc, peut-être, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai travaillé pas mal sur le test 15-15 dit Spartacus. Et donc, évaluer les capacités aérobies de nos élèves en situation de surpoids obésité, ça marche mieux si on fractionne l'effort. Et ce fractionnement d'effort, il se trouve qu'on peut l'avoir dans ce test-là. Je ne le développe pas, je vous renvoie vers ce test. Notamment, vous pourrez trouver dans le dernier numéro de la revue EPS, un dossier spécial sur les tests de conditions physiques, et vous y trouverez un article qui le présente. Donc il est particulièrement adapté, et pour l'avoir vu, eh bien, vous allez, je peux en témoigner, des jeunes en situation d'obésité très avancée craignent, redoutent le test avant de le faire, et une fois qu'ils l'ont vécu, première question qu'ils posent, c'est quand est-ce que je peux le refaire? Parce qu'ils ont atteint des vitesses qu'ils n'avaient jamais atteintes, parce qu'ils se sont prouvés à eux-mêmes qu'ils étaient capables d'être performants, bien sûr de manière auto-rapportée, et ils entrent dans une motivation intrinsèque. Le but, c'est d'essayer d'améliorer cette même performance. Des adaptations possibles, donc au niveau psychologique à présent, donc la partie physiologique a été vue déjà. Donc je vais développer celles qui sont soulignées, motivation et soi perçu, mais rapidement. Donc au niveau du plaisir, le groupe plaisir est représenté ici, donc je ne vais pas aller vers un terrain qui n'est pas le mien, mais il est évident que si l'élève ne vit pas un intérêt personnel, une répercussion, une émotion positive, et une humeur positive qui en découlera à travers une activité, il sera beaucoup plus difficile de l'amener vers une autodétermination. Le plaisir, c'est la base de la motivation, selon Maslow, et on le sait depuis très longtemps. Les buts d'accomplissement, selon le modèle 2x2, 3x3 sur lequel on se place, et la population est plutôt jeune, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt acquis. Eh bien, ces buts d'accomplissement, il faut orienter l'élève, bien entendu en surpoids ou en situation d'obésité, plutôt vers des buts de soi approche ou de tâche approche, c'est-à-dire soit d'auto-référencement de ses progrès, soit de buts sur la compétence, sur la maîtrise de la tâche, plutôt que évidemment des buts de performance où là, l'élève déjà contraint par sa masse corporelle sera confronté aux résultats d'autres, à la comparaison sociale, et c'est l'estime de soi qui peut bien entendu se voir amoindrie. Des mobiles variés. Oui, les mobiles, on en parle beaucoup en CP5 ou en CA5, mais pourquoi ne pas en parler dans n'importe quel autre APS finalement? On peut faire pour la classe, pour tous les élèves, des entrées selon les situations. Alors plutôt, parlons de situations d'apprentissage pour ne pas dénaturer, déculturer l'APS. Mais parlons de situations d'apprentissage selon des mobiles variés qui permettraient donc à l'élève en situation de surpoids ou d'obésité, eh bien, de trouver le sens qui correspond à ses attentes et à ses représentations. Je laisse ce soit perçu, j'y reviendrai. La dissonance cognitive, c'est le besoin de nouveauté. On le sait depuis Berlin 70 que l'être humain a besoin de nouveauté, a besoin d'être surpris, a besoin de difficultés, de décalage optimal. Eh bien, offrons cette variété aux élèves qui sont les plus désengagés de l'activité physique, puisqu'on parle bien d'élèves sédentaires atteints par le surpoids et l'obésité. Les émotions appétitives, j'en ai parlé, donc viser bien entendu un partage social des émotions plutôt positives, et quand bien même les émotions seraient négatives, en connaître la source et les partager et les réguler
au sein du groupe. C'est aussi une visée inclusive de ces élèves en situation de surpoids obésité. Et enfin, l'autonomie et le choix, ça fait partie, bien entendu, ça a été développé par Amael tout à l'heure, donc je ne reviens pas là-dessus, ce besoin d'autonomie. Donc, je précise, je reviens en arrière, motivation soit perçue, 2 petits focus. Tout d'abord, la motivation, c'est avant tout répondre à des besoins psychologiques fondamentaux. Un besoin d'affiliation, donc c'est la reconnaissance sociale, c'est l'intégration au groupe, un besoin d'autonomie, et puis un besoin de compétence. Et si on répond à ces besoins fondamentaux qui sont spécifiques à l'élève en surpoids-obésité, eh bien ça va nous permettre, je ne vais pas développer tout le truc, je vous rassure, ça c'est quelque chose que normalement vous connaissez, ça va nous permettre de passer de cette amotivation et de la résignation dont on a parlé tout à l'heure dans le cercle vicieux du désengagement de l'activité physique, et donc de passer de cette situation-là à une motivation extrinsèque, pourquoi pas d'abord? Oui, parce que peut-être que c'est un passage obligé, que d'apporter une contrainte qui fasse qu'on va s'engager, mais surtout pour atteindre cette motivation intrinsèque et maintenir cet élève en surpoids-obésité dans des buts de soi approches, de tâches approches, et en trouvant le plaisir et le sens de l'activité dont il a besoin. Au niveau concept de soi, vous le savez, le concept de soi, le soi général, est alimenté par l'image de soi et le soi idéal. Et parfois, c'est divergent. Je me regarde dans le miroir, je me trouve moche, mais alors que je ne suis pas si moche que ça, ou inversement. Et en fait, il y a une perception, une auto-évaluation qui intervient dans ce concept de soi, cette estime globale de soi. Et donc, cette évaluation individuelle, qui est l'estime de soi, va dépendre de 3 grands domaines. Les compétences académiques, les compétences sociales et les compétences physiques. Et en EPS, ces compétences physiques, eh bien, on peut les référer au modèle de Fox et Corbin, qui est ce modèle hiérarchique, où l'on voit l'estime de soi tout en haut, alimentée par une sous-échelle de valeurs physiques perçues, c'est-à-dire comment je perçois ma valeur physique au sens global. Et cette valeur physique est alimentée par des sous-domaines. Alors, il n'y a pas que ce modèle-là, il y en a d'autres, mais je ne présente que celui-ci. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on prend ce modèle en référence, eh bien, si on améliore la condition physique, parce que notre élève sur le 15-15 Spartacus a atteint 12 km/h, alors que la fois précédente, il avait fait 10,5 ou 11, eh bien, il a une condition physique perçue bien améliorée, ce qui sera de nature à donc valoriser son estime globale de soi. Et donc, ça facilitera son réengagement dans l'activité et son intégration au groupe. La compétence sportive, j'en ai parlé, eh bien, si j'améliore la compétence sportive de mon élève parce qu'il a un vrai rôle à jouer sur un sport collectif de petit terrain, en tant que en basket par exemple, cette compétence sportive étant améliorée, eh bien, cela va valoriser l'estime globale de soi. Alors évidemment, il y a des limites à cela. Si le sujet en surpoids ou obésité a une force perçue qui est naturellement élevée, c'est au niveau de l'apparence physique perçue qu'il y a le moins d'effets possible, et notamment les filles à l'adolescence sont les plus touchées par cette apparence perçue qui est plus en difficulté. Je finis rapidement, parce que je crois que je dépasse le temps. Donc avec le principe SAFE ou S-A-A-F-E. Donc je vous renvoie à l'excellent dossier de la revue EPS, sur la sédentarité, le numéro 387, je crois. Où on présente effectivement, c'est Damien Tessier qui a écrit un papier là-dessus. Voilà. Comment doit-on s'y prendre? Eh bien, pour organiser cette bienveillance en fait face à notre élève en surpoids obèse, par un soutien, le climat qui répond aux besoins physiologiques, j'en ai parlé, par une activité importante. Soyons exigeants, il faut être exigeant envers nos élèves en situation de surpoids d'obésité. Voilà, il faut leur demander de participer, leur demander d'être actifs et d'être actifs avec intensité. Et je parle d'action et non pas seulement d'activité. L'autonomie, donc en laissant du choix, du plaisir, c'est la partie variété des activités, plaisir, variété des situations, etc. Et le principe d'équité, bien entendu, on l'a vu tout à l'heure avec Amael, individualiser, adapter, n'est pas faire différemment au sein de la classe.
Donc les 3 illustrations qui sont là, je n'ai pas le temps de trop les développer, mais très rapidement. En CA1, en demi-fond, ce sera des contrats individualisés, des projets personnels, une VMA en pourcentage individuel. C'est de l'individualisation, mais tout le monde finalement bénéficie du même cadre didactique. Du point de vue CA2, CA3, en CO par exemple, une course au score laisse du choix à l'élève. Un élève en situation de surpoids d'obésité pourra choisir ses balises, les plus éloignées, les moins éloignées, etc., en fonction de ses capacités, de sa forme, du moment, etc. Et tout le groupe classe pourra faire la même chose. En danse, par exemple, peut-être limiter le public, parce que l'image de soi est difficile à porter, à faire voir aux autres. Je sais que c'est constitutif de l'activité, mais peut-être que le passage par un public plus restreint permettra à l'élève en surpoids ou obésité de s'intégrer mieux dans le groupe et dans la chorégraphie. Et enfin, en CA4, en sport collectif, peut-être que non pas faire une passe à 10, mais mettre un élève, une possibilité avec un SAS de système joker, comme on a tous fait, pour avoir un gain de temps ou de vitesse sur un repli défensif par exemple, etc., permettra à l'élève le moins mobile, donc peut-être en situation d'obésité très sévère, eh bien, d'aller vers le SAS. Et là, comme l'a dit Amael, il n'y a pas de contrainte par rapport au rapport de force ou au jeu, au contraire, c'est un bénéfice tactique qui peut être intégré et partagé par toute la classe. Je vais très vite. Ça mériterait d'être développé. Ma conclusion, eh bien, c'est que nous pouvons proposer une culture sportive au mobile ouvert, au service d'une littératie physique. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il s'agit bien de cela, prenant en compte l'individu à travers une expérience positive. Et cette expérience positive, c'est l'EPS qui permettra d'y parvenir. Je vous remercie pour votre attention. Désolé pour le retard.